La photonique, c'est à la fois un background scientifique pur et dur, voilà, de pur physicien, et à la fois une réflexion d'ingénieur, comment concevoir un système dans un cahier des charges, etc. Ce sur quoi j'aimerais travailler plus tard, c'est plus de l'optique en application avec de la biologie. C'est vrai qu'à Supoptique, on a une très bonne formation pratique. Du coup, on sent qu'on a une bonne plus-value à apporter en entreprise. Par cette petite taille des promotions, je connaissais à peu près tout le monde. J'avais l'impression que personne n'était vraiment juste un numéro anonyme. Tout le monde avait sa pierre à apporter à l'édifice. Les applications qui sont derrière donc, le domaine de l'optique sont très vastes. Ça fait 13 ans que j'ai fini la formation par apprentissage. Cette formation a été un vrai accélérateur pour ma carrière. On a eu la chance de participer à la première promotion de la FIE. Aujourd'hui, on a construit Stereolabs. C'est une société qui est leader dans le monde de traitement d'images pour les films en 3D. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec James Cameron sur le prochain Avatar. Ce qui me pousse vraiment à m'investir dans ce projet, c'est qu'à la sortie de l'école, je peux avoir ma propre boîte. Aujourd'hui, Supoptique est la seule école à proposer une filière comme ça, et c'est grâce à cette filière que j'ai réalisé mon rêve de création d'entreprise. Merci, bravo pour ce très joli film et puis bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Régy, président d'Optics Valais et puis président du Comité national d'optique photonique. Donc à ces deux titres, je suis très heureux de vous accueillir ici, donc de vous accueillir. On est reçu par toi, Jean-Louis, à cet événement donc, que nous organisons maintenant régulièrement depuis 3 ans. On est co-organisateur avec l'Institut d'optique de cet événement qui est extrêmement important, je pense, pour tous les étudiants. Et on est très fiers du résultat de la FIE, parce que je revois aussi il y a 3-4 ans, quand la première fois que tu es venu me parler de la FIE, c'était pas gagné d'avance. Et ça fait vraiment plaisir. Bon, donc vous êtes là pour entendre parler de drones, et pas seulement de la FIE, même s'il y a un lien. Donc ça commencera par une conférence d'Alexei Greenbaum, qui est un chercheur au LARCIM, donc à partie du CEA, qui va donc réfléchir à tous les problèmes éthiques et sociétaux, puisque le mot sociétal, c'est un mot très à la mode, que posent les drones. Ça paraît important pour un ingénieur de continuer quand même à garder le sens de l'éthique et le sens de la philosophie. Ensuite, la table ronde que Jean Brunol, président de EDJE Innovation, va présider avec les différents acteurs du drone. Ça sera donc ensuite, et donc cette conférence sur les drones doit se terminer théoriquement 11h15, on va dire que c'est plutôt 11h30, pour laisser la place à la remise du prix Jean Gerfagnon. Jean Gerfagnon est un chercheur qui a eu une double carrière de chercheur, puis après une carrière industrielle, et qui a été le premier président d'Optics Valais. Donc on est très fiers d'accueillir la remise de ce prix, qui sera remis par Michel Mariton, président d'Oriba Jobin-Yvon, qui cet après-midi prendra sa casquette de président de l'association professionnelle AFOP pour signer avec l'Institut d'optique un partenariat. Et le plus important, donc la partie la plus importante que je suis censé vous dire, c'est que le cocktail déjeunatoire, qui est la deuxième raison pour laquelle vous êtes là, après bien sûr les drones,
ça sera à 12h30. Voilà. Donc quelques mots très rapides, parce qu'on est très en retard sur Optics Valley. Je pense que vous connaissez l'émission d'Optics Valley. Donc Optics Valley est le réseau d'innovation qui a été créé en 1999 pour faire que cette filière optique photonique soit connue. Donc on anime ce réseau, donc c'est ce que j'essaye de faire là. On est là pour renforcer la filière optique photonique parce qu'on pense qu'elle est créatrice d'emplois et qu'elle est extrêmement importante pour toute la nation. On est là pour ancrer cette filière dans le territoire, pour que les emplois ils restent quand même en Île-de-France. Et ensuite, pour proposer des services à valeur ajoutée à tous nos membres et même à ceux qui viennent nous rejoindre. Un de nos membres principaux et fondateurs, c'est l'Institut d'Optique. Bien, merci Philippe, bonjour à tous. Je vais être extrêmement bref. Je suis le directeur général d'Institut d'Optique. J'ai le bonheur d'animer cette maison depuis 2006 maintenant. Et j'ai le bonheur d'être invité chaque année au forum, puisque le forum, c'est d'abord les élèves. Voilà, donc merci pour ce très joli film. L'Institut d'Optique est maintenant sur 3 sites, 3 beaux bâtiments, dont celui-ci. Mais aujourd'hui, la question est une question importante. Ce sont les drones dans la vie, les drones dans l'industrie, les drones comme avenir, inquiétants ou rassurants, mais on va en savoir plus et je passe la parole à celui qui doit probablement animer le débat, et je crois que c'est Jean Brunol qui doit animer le débat si ma mémoire est bonne. Donc merci d'être là, présent. L'organisation a été parfaite. La seule chose quand on habite Saclay, ce sont les transports en commun ou les transports en voiture, et ça ne va pas s'améliorer dans les années prochaines, puisque le métro, c'est 2020 au plus tôt. Merci encore pour cette organisation parfaite. Voilà. Bonjour à tous, donc c'est les applaudissements. Et nous allons donc accueillir Monsieur Alexei Greenbaum, chercheur en philosophie des sciences, qui va donc nous présenter sa conférence sur les drones, questions éthiques et questions sociétales. Bonjour, merci. On va peut-être changer des slides. En plus, je ne travaille pas aux listes, mais bien au CEA, Saclay à la DSM. Alors, voyons. Bonjour encore une fois, merci beaucoup pour cette invitation. Je l'apprécie autant que depuis un an, l'Alliance Alisten, l'Alliance pour la recherche en numérique des institutions publiques et privées, s'est dotée d'une commission d'éthique qui s'appelle la CERNA, dont je fais partie, et qui ne cesse pas de souligner l'importance de la réflexion sur les usages, même pour les gens qui travaillent en amont sur les questions de recherche. Et je crois que c'est une très belle initiative parmi les toutes premières d'accompagner une réflexion scientifique et technique d'une réflexion sur les questions de société et les questions d'éthique. Et mon rôle aujourd'hui, ce matin, sera de poser donc ces questions. Alors avant de commencer avec ces différentes questions, d'abord un cadre général, le cadre dans lequel moi je préfère mener cette réflexion sur ce qu'on appelle l'éthique des sciences et des nouvelles technologies. Donc avant de parler des drones, peut-être un slide pour définir ce que j'appelle l'interrogation éthique sur les nouvelles technologies. L'interrogation éthique, les questions éthiques des nouvelles technologies ne sont pas tellement les questions du bien et du mal, les questions de jugement. Ces questions viennent un peu plus tard, certainement. Mais ce sont d'abord les questions sur le sens du changement de la condition humaine, de la condition de l'homme, de la situation dans le monde apportée par les nouvelles technologies.
technologie. Vous voyez ici, si vous voyez bien, j'espère, ce petit objet entre les mains d'Adam et Ève. Cet objet, donc Adam et Ève qui symbolise la condition humaine, cet objet est censé la modifier, la changer. Et ces questions posées très souvent, même sur les couvertures des grandes revues internationales, comme dans ce cas des Economist, ces questions intéressent bien sûr les ingénieurs, les industriels, mais aussi le grand public, aussi tous les usagers, parce que c'est leur vie qui change, c'est le sens de leur quotidien, très souvent, qui est modifié par la présence des objets techniques, les téléphones portables en l'occurrence, et les téléphones portables et les smartphones avec beaucoup de fonctions, mais aussi avec toutes sortes de technologies nouvelles, y compris donc notre question aujourd'hui, les drones. Et je trouve très, très emblématique cette citation d'un blog dédié aux drones en particulier, d'une revue américaine, qui compare les drones à l'ouverture de la boîte de Pandore. Mais bon, le sens négatif de ce mot est à voir, ça on en parlera un peu plus tard, mais ce qui se passe effectivement, c'est qu'en ouvrant la boîte, en créant des applications diverses, des drones pour à la fois, par exemple, la prise de l'image par les journalistes, mais également les drones par un processus que quelques collègues appellent la surveillance, même si ce mot, je le trouve assez particulier. Surveillance, c'est-à-dire l'usage, non pas par l'État ou les structures officielles, mais l'usage de ces technologies par les citoyens et la collecte de l'information par les personnes, par les individus, par les personnes particulières. Donc, en donnant une nouvelle technique avec des applications de plusieurs types différents, qu'est-ce qu'on crée, comment modifie-t-on la condition humaine? C'est-à-dire quel sens de cette démarche pour l'utilisateur, pour notre pensée sur le monde. Mais avant d'y arriver, il convient comme d'habitude de regarder les usages des drones. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très important qui manque encore au débat actuel sur les drones, surtout en France. C'est le débat sur les drones civils. Vous connaissez peut-être ce genre de livre, « Théorie du drone » de Grégoire Chamaillou, qui sont parmi les premiers livres en français sur l'utilisation des drones. Ces livres posent des questions sur l'usage militaire des drones. Moi, je parlerai de l'usage civil, des usages civils, des applications civiles des drones et des questions que cela pose, pour revenir à la fin très brièvement à la question militaire. Je pense qu'il est très intéressant pour nous de se demander quelles sont les questions, quelles sont les nouvelles interrogations posées par l'usage des drones dans le secteur civil, dans les différentes industries et aussi tout simplement par les individus. Alors les industries, vous les connaissez, les télécommunications, la prise de l'image, y compris pour les journalistes, on y reviendra, c'est très intéressant. Les industries minières, l'usage des drones pour accéder à des endroits éloignés, dans toutes sortes de tâches, de l'agriculture jusqu'à par exemple l'exploration marine. Et puis un autre type d'usage qui est non moins important, je sais qu'ici il y a des représentants de la société Parrot, et vous savez que chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, cette technologie est bien sûr utilisée à des fins industrielles bien définies, mais aussi pour le divertissement. Et le divertissement est un des moteurs de l'innovation technologique très souvent, et je pense que vraiment c'est une très bonne nouvelle qu'une des grandes sociétés fabriquantes des drones pour le divertissement se trouve en France et a vendu beaucoup de drones, autant que je sache. Et dans ce domaine, en tout cas, la France est vraiment parmi les leaders, sinon le leader de l'industrie du drone pour le divertissement. Alors, comme toutes les nouvelles technologies, je le souligne,
Vous allez voir pourquoi, parce que finalement la question de la nouveauté se pose, et les questions de la nouveauté, comme avec les technologies de l'information, comme avec ces autres objets qui peuplent notre quotidien. Alors ce mot peupler ici, je pense qu'il n'est pas du tout anodin. Les drones sont censés entrer dans notre vie, peut-être pas tout à fait comme les téléphones portables, mais presque. Il y a des visionnaires qui imaginent par exemple des parcs de drones qu'on peut louer comme des voitures électriques à envoyer où on veut en tapant sur l'écran de sa tablette. Il y a toutes sortes de visions pour les usages civils des drones, la propagation des drones, et puis aussi la propagation, par exemple, des mini-radars individuels ou des choses qui permettent de recueillir des informations sur les drones. Donc l'inflation des visions est lancée depuis un moment. Et cette population des drones, qui, encore une fois, a beaucoup d'usages industriels, et c'est peut-être mon dernier transparent sur les aspects industriels et économiques des drones, et nous en parlerons bien sûr pendant la table ronde. Donc, encore une fois, les usages allant de l'agriculture jusqu'au journalisme et puis les filières comme le pétrole ou les industries minières. Vous voyez que l'impact économique, si je vous montre ce transparent, c'est pour vous dire que l'impact économique attendu, par exemple, il y a un rapport aux États-Unis et comme d'habitude avec les nouvelles technologies projetées à une échelle qui laisse rêver, franchement. Vous voyez les budgets projeté ou l'apport en nombre de jobs, en nombre d'emplois quand même immense. Ces visions se propagent pas seulement au sein de la société ou dans la science-fiction ou dans les films, mais également dans les rapports qui essaient de chiffrer l'avenir, qui essaie de proposer des visions chiffrées de là où l'industrie des drones peut nous mener. Et en lisant il y a 3 jours ce nouvel article dans le New York Times, dont je pense vous avez peut-être tous eu des échos, New York Times, il y a quelques jours, a parlé exactement des usages civils des drones, de la question en particulier de l'usage des drones par les journalistes. Et là, vous vous souvenez peut-être de cet épisode de Occupy Wall Street ou d'un autre épisode à Istanbul en Turquie où les drones ont été utilisés pour non seulement la surveillance par la police, mais au contraire par la surveillance par les citoyens des manifestations ou des rassemblements. Alors, en parlant de ces usages des drones par les journalistes et par les médias, le New York Times souligne, et ça ce n'est pas très surprenant, que les drones, donc également sur cette lancée de vision et de projection dans l'avenir, que les drones, leurs capacités peuvent être étendues et qu'ils sont donc très, très appréciés par les journalistes. Mais le New York Times montre 2 points qui nous mènent vers déjà une première réflexion sur les drones. Donc d'un côté, le New York Times dit que les filières de journalisme, donc dans les universités américaines qui enseignaient déjà l'utilisation des drones pour la prise de l'image par les journalistes, ont été arrêtées par la Federal Aviation Administration, qui leur a dit, écoutez, c'est trop tôt, il n'y a pas assez de réglementation, il faut que vous demandiez des autorisations. Et c'est un mouvement, d'ailleurs, très inhabituel pour les États-Unis. Nous avons beaucoup plus ici l'habitude de voir ce genre de demande de la part des autorités. Pour les États-Unis, c'est vraiment assez inhabituel. Ça veut dire qu'il y a des questions derrière que la société américaine commence à se poser à un niveau officiel. Nous allons voir lequel. Et puis pour finir cette séquence, une autre citation du même article. Là, je tiré le texte. Donc, vous voyez, c'est une citation de Chris Anderson, qui est un éditeur de la revue, un rédacteur de la revue Wired et un visionnaire technique bien connu aux États-Unis, qui dit, lisez-le, il dit que de savoir que si l'administration de Federal Aviation Administration va quand même imposer des contraintes ou pas,
Quoi qu'il en soit, il est très probable que les drones bientôt deviendront néanmoins un outil répandu du journalisme, for good or ill, pour le bien ou le mal. Et puis, il se met à imaginer les différents usages des drones. Et quand je lis cette phrase, pour le bien et le mal, ça me rappelle tout de suite quelque chose de bien intérieur au drone. Sophocle, dans Antigone, ne parle pas des drones, mais parle de la condition technique de l'homme. Et je vais utiliser cette traduction anglaise parce que je la trouve, la fin surtout de cette traduction anglaise, je la trouve très, très adéquate et très bonne, meilleure que la traduction qui existe en français. Alors, Sophocle décrit la condition de l'homme qui a appris à faire des choses qui n'appartiennent pas à sa nature, qui ne sont pas données à l'homme par la biologie de son corps. L'homme peut se protéger contre la pluie, il a inventé des médicaments, il est inventif en tout, inventive in everything, this man. Et puis, il peut même aller au-delà. Il va au-delà de l'espérance, si vous lisez les dernières 4 lignes, plein de savoir-faire, full of skills and devising, even beyond hope. C'est l'homme avec son art intelligent, avec la technique, donc le mot art en grec, c'est le mot techné. Il crée des objets techniques et il va plus loin que sa condition naturelle, both to evil and to good, pour le bien et le mal. Et finalement, les questions posées par Chris Anderson à propos des drones, vous voyez, nous ramènent à cette histoire très ancienne qui montre que les questions ne sont pas nouvelles. Mais du fait que ces questions ne sont pas nouvelles, cela ne veut pas du tout dire qu'il n'y a rien de nouveau dans les réponses, dans la réflexion à propos de ces questions. Donc les questions que je vais poser pour une grande partie sont des grandes questions du sens de l'action technique, de l'intervention technique de l'homme, actualisées, réactualisées par les drones, par cette nouvelle technologie que sont les drones. Alors, quelles questions? Et les questions, encore une fois, ne sont pas nouvelles. Les questions liées à la vie privée, à la surveillance, les questions ont déjà été posées plusieurs fois par les technologies de l'information. Il y a quelques aspects nouveaux dans ces questions. Il y a bien sûr cette prise de l'image aérienne, l'accessibilité de la prise de l'image aérienne, nous allons y revenir. Il y a des questions liées à la propriété intellectuelle, bien sûr, il y a les questions liées à la sécurité, il y a des questions liées à ce qu'on appelle ici la sûreté, où le texte utilise le mot misuse ici, donc les questions d'utilisation des drones, des utilisations mal intentionnées, y compris par toutes sortes de terroristes ou autres personnes qui souhaitent utiliser cette technologie pour faire du mal, donc pour le bien et le mal de tout à l'heure. Les questions de réglementation, ces questions, encore une fois, ne sont pas nouvelles, on ne cherchera pas ici la nouveauté de la situation, mais on cherchera à définir très précisément ce qui change dans la réflexion déjà ancienne sur ces questions avec l'apparition des drones. Et si on lit un peu plus loin les textes, par exemple dans la presse américaine, vous allez vous rendre compte que ce débat sur la nouveauté et l'intérêt des drones pour aller plus loin dans la définition des réponses à ces questions de la vie privée, etc. Ce débat, c'est le débat sur les drones. C'est le cœur même de ce débat. Donc d'un côté, par exemple, il y a des auteurs qui nous disent que les drones sont uniques parce qu'ils poussent au changement des règles, au changement des politiques publiques, au changement de la législation en vigueur. De l'autre côté, il y a des auteurs qui, par exemple à droite, prennent des réponses tout à fait ordinaires données par les procédés ordinaires à ces questions, disant que les solutions vont venir des procédés techniques ou des procédés législatifs tout à fait ordinaires. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant, et ça, dans cette deuxième moitié de mon exposé, je vais
poser 2-3 questions qui, à mon avis, sont vraiment particulières pour le cas des drones. Je viens de vous dire, les questions ne sont pas nouvelles. Il y en a beaucoup qui ne sont pas nouvelles. Mais il y a quand même 2-3 questions qui sont soulignées de façon tellement forte, même s'ils ne sont pas nouvelles, par les drones, que cela mérite qu'on y réfléchisse davantage. Et ces questions, vous voyez, ça commence même là. People would feel observed regardless of how or whether the information was actually used. Les gens se sentent observés. Alors, qu'est-ce que cela change? Et ceux d'entre vous qui aiment Michel Foucault savent, vous savez que cette question d'être observé est très importante pour le psychisme humain. Cette question change-t-elle finalement quelque chose à notre réflexion et à la législation qui va venir en conséquence de notre réflexion? Parce que notre réflexion éthique mène toujours à des conséquences juridiques. Alors, deux points à propos de cette question de l'observation. D'un côté, l'observation est un processus d'apprentissage pour toutes sortes de robots, y compris souvent les éléments des technologies d'information, les logiciels utilisés dans les drones. Vous savez que les questions d'apprentissage posées d'ailleurs ici en haut à gauche dans un colloque sur les drones aux États-Unis, ces questions sur le rôle de l'opérateur humain, sur l'acte d'imitation des actions humaines ou des décisions humaines par la machine. La machine doit-elle raisonner comme un homme? Doit-elle agir comme l'homme aurait agi dans cette situation? Ou la machine peut-elle faire mieux? Peut-elle faire différemment? Ces questions, encore une fois, ne sont pas nouvelles. Ça se réfère aux grandes histoires de Frankenstein, qui au début, avant de devenir mauvais, avant de devenir un monstre, vient chez un vieillard aveugle, vit avec lui, apprend de lui le langage, apprend de lui de prendre soin de la maison, de s'occuper des animaux. Et ce Frankenstein, bien avant qu'il ne devienne monstre, en imitant les actions de ce vieillard, de ce vieil homme, il n'est qu'un robot utile en quelque sorte. Donc la prise de décision par un robot, la prise de décision y compris par les drones, surtout les drones qui ont des moyens d'action, par exemple pas seulement de la prise de l'image mais également de l'action. Alors quel procédé, est-ce que ces procédés imitent ou pas l'action de l'homme, et alors quelle place de l'opérateur humain derrière? Vous pensez bien sûr aux usages militaires, mais il n'y a pas que les usages militaires, il y a d'autres possibilités des drones qui agissent par exemple en livrant un objet à un tel endroit ou en faisant une opération dans un endroit éloigné et inaccessible. Et puis un autre type de questions, les questions de nouveauté sont posées pour les objets volants. Alors le drone est-il un objet volant différent des objets volants précédents, différent des avions, différent des oiseaux? Est-ce que c'est plutôt comme un oiseau ou plutôt comme un avion, donc un outil ou un engin autonome doté d'une certaine autonomie? Vous voyez, je trouve ce titre très, très remarquable. Un conférencier australien parle du nombre qui n'est pas du nombre qui n'est pas comme les autres. Alors, est-ce que cet nombre est vraiment comme les autres ou pas? Cette question est liée à la question aussi de la perception. La perception du drone par une personne sur la Terre, par une personne qui se promène, qui peut monter un escalier, mais qui ne peut pas s'envoler. Cette perception a quelques particularités par rapport à la perception d'une voiture, par exemple, même si la perception de la voiture, il y a un siècle, posait beaucoup de problèmes également. Cette question de perception est liée d'ailleurs aux résultats assez anciens des années 50 et 60 en psychologie de la perception qui étudie la question des objets dont la taille grandit, qui s'approchent de nous, dont la taille grandit et qui s'approchent par l'air, par les airs. Et les résultats de ces travaux en psychologie cognitive des années 50-60 sont assez intéressants.
Contrairement, disent les psychologues de l'époque, contrairement au cas par exemple des voitures auxquelles vous allez vous habituer, parce que bon, une voiture s'approche de vous sur une route, sur la Terre, vous maîtrisez cet espace. Contrairement à ces situations-là, un objet qui s'approche de vous par l'air, par les airs, même si vous pouvez prédire son comportement, et c'est la première ligne là-haut, même si vous pouvez prédire la trajectoire de cet objet, vous savez où il va, vous savez ce que c'est, quand même, de façon presque inconsciente, vous serez perturbé par le fait même que c'est un objet qui s'approche de vous par les airs, à partir de l'espace aérien. Et c'est une propriété presque intrinsèque de la psychologie humaine. Alors, quelque chose qui ne vient pas du sol, mais qui vient des airs, est fondamentalement différent d'un objet terrestre. Et Grégoire Chamaillot, encore une fois, dans ce livre dédié aux aspects militaires uniquement, et pas du tout les usages civils, en parle beaucoup. Il dit que les drones, et il y a cette citation des usages militaires des drones en Asie, les drones étaient terrifiants depuis le sol, il est impossible de déterminer qui ou quoi ils sont en train de traquer. Tout le monde a peur. Beaucoup ont perdu la tête, se sont enfermés dans une pièce. Alors, cette peur, d'où vient-elle? Pas seulement du fait que le drone, en l'occurrence un drone militaire, peut tirer, mais également de cet aspect psychologique que je viens de souligner et qui, contrairement aux usages civils, ne sera pas effacé contrairement aux usages militaires, ne sera pas effacé par les usages civils. Alors, il faut toujours tenir compte de l'impossibilité d'évacuer en quelque sorte la surprise, d'évacuer complètement avec un objet volant la perception de l'étrangeté de ce qui se passe. Alors pour terminer, encore je vous ai promis une diapo sur les questions militaires et c'est encore une fois pour partir d'une citation je crois d'un Pakistanais qui parlait des drones. Vous savez que les drones militaires est une question importante au Pakistan en ce moment, avec toutes sortes de représentants pakistanais faisant du lobbying aux États-Unis auprès du Congrès et également auprès du président pour l'arrêt de l'utilisation des drones militaires. Mais alors c'est une citation ancienne qui date d'il y a 10 ans, même plus, d'un villageois qui disait « Nous prions Allah pour avoir des soldats américains à tuer parce que ces bombes qui nous tombent du ciel, on n'y peut rien. On ne peut pas les combattre. » Et si vous voulez, ça c'est l'essence pour moi de la situation où une technique où ces bombes venant du ciel atterrissent sur les terres dont la population n'est pas du tout équipée pour pouvoir contrer cette menace sur leur vie. Mais cette question n'est pas du tout nouvelle. Et j'ai trouvé cette citation d'un poème d'un écrivain et poète anglais, Thomas Hardy, qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, écrivait un poème sur la condition de la guerre nouvelle, de la guerre moderne, donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Et lui, il disait, il posait cette question de la guerre déshonorée, de la guerre sans combat singulier, de la guerre qui est vidée de la question de l'honneur, du combat entre personnes. Et donc ce poème, But now behold, what is war? With those where honor is not. Rama laments its dead in a sense. Hear it howl, slice slaughter rules now. Let us by modes once called accursed overhead, donc au-dessus de la tête, underwater, sous l'eau, step first. Et vous voyez que cette question de l'usage militaire, du changement de caractère de la guerre et puis aussi du clash entre la technologie et ceux qui utilisent la technologie et ceux qui, dans la même guerre, n'y ont pas accès, cette question n'est pas nouvelle. Donc je n'ai pas beaucoup plus à ajouter au débat sur les drones militaires, au débat sur la décision aussi, la décision autonome ou pas de tirer. C'est une grande question dont je pense nous parlerons si nous parlons des questions militaires. Mais je veux terminer sur cette image. Vous
Vous la reconnaissez peut-être, je ne sais pas si vous la voyez. Est-ce qu'on peut juste pour un instant éteindre ces lumières? Alors voyons. C'est la fin, le dernier épisode des Oiseaux de Hitchcock. Non, voilà. Et vous vous souvenez tous des Oiseaux de Hitchcock. Les Oiseaux de Hitchcock est un film terrifiant. Et il y a beaucoup d'événements horribles qui se passent. Les personnages sont attaqués par les oiseaux. Et puis à la fin arrive une séquence surprenante. D'ailleurs, Hitchcock lui-même n'était pas tout à fait sûr du sens de ce qu'il a fait, mais il le ressentait, il dit dans des interviews, il ressentait un besoin de le faire ainsi, de cette façon, de terminer son film de cette façon. Et la fin, c'est quand les personnages du film sortent d'une maison qui avait été attaquée par les oiseaux et traversent un certain terrain. Partout, il y a des oiseaux, et vous les voyez ici. Mais ces oiseaux sont tranquilles. Ils ne sont pas menaçants ouvertement. Ils sont là, et on ne sait pas quel sens donner à cette séquence, à ce dernier épisode du film. Est-ce que ces oiseaux vont faire quelque chose ou pas? Est-ce que ces oiseaux simplement font partie de la nature désormais? Est-ce que ces oiseaux sont menaçants? Ou peut-être que parce qu'ils avaient été menaçants, maintenant ils ont changé et donc ils vont devenir différents. Alors ce suspense, c'est pour moi le suspense des nouvelles technologies introduites dans le monde. Ces technologies peuvent être utilisées pour le bien et le mal, pour le bien et le mal comme nous avons vu avec Sophocle, comme nous avons aussi vu avec Chris Anderson. Et les drones aujourd'hui, ils sont là comme les oiseaux de cet épisode, de la fin des Oiseaux de Hitchcock. Ils sont là et c'est le suspense sur le sens de leur présence qui nous guette. Je vais accueillir d'abord les 4 participants de la table ronde. Moi, je voudrais dire juste un mot. Finalement, j'ai une tâche qui est très aisée. Je suis heureux d'animer... venez vous installer, messieurs. Je suis heureux d'animer cette table ronde. Je vais vous dire pourquoi. Pour 3 raisons. La première, c'est la qualité et l'importance de l'assistance montrent la pertinence du sujet. Et je veux féliciter... Baptiste, Baptiste Fix donc, et son équipe qui ont monté cette réunion. Mais je veux le féliciter lui particulièrement parce que tout le monde comprend bien que si finalement ça n'avait pas été le succès que cela semble devoir être, finalement on sait qui aurait été le coupable. Donc Baptiste, félicitations pour avoir choisi ce sujet et l'avoir monté comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Deuxièmement, je veux remercier les 4 intervenants. Ils sont tous représentants de groupes qui démontrent réellement, dans les faits, leur attachement à l'industrie, leur attachement à une industrie moderne et renouvelée. Et moi, je connais leur groupe depuis maintenant plusieurs décennies. Ça n'est pas quelque chose qui est nouveau et je veux les remercier. Je sais ce qu'est le temps et les disponibilités d'un dirigeant d'entreprise. Je sais combien il est difficile finalement de se libérer. Donc merci à tous les 4 d'avoir pris un petit peu de temps pour se joindre à nous. Et puis, je veux dire un 3e point, si vous voulez, pour introduire cette table ronde, c'est le suivant. Ma génération, c'est une génération qui finalement a connu une technologie qui était une technologie diffusante, qui était l'électronique. Aujourd'hui, donc c'est la génération, si vous voulez, des gens qui sont rentrés dans les développements techniques, disons dans les années 70. Aujourd'hui, l'électronique, ce n'est plus une technologie diffusante, c'est une technologie diffusée. Quelle est la technologie diffusante, si vous voulez, maintenant, pour au moins cette première moitié du XXIe siècle?
c'est de mon point de vue l'optique. L'optique moderne, l'optique atomique, l'optique quantique. Et je crois que c'est une technologie qui va jouer finalement, d'une certaine manière, un rôle qui est assez semblable à celui qu'a joué l'électronique dans les 30 ou 40 années qui se sont écoulées jusqu'à présent. Et donc je suis content finalement que cette nouvelle technique, qui est promise à certainement un grand avenir, se tienne dans une grande école d'ingénieurs qui est Supoptique. Voilà donc les 3 points que je voulais indiquer. Je ne vais pas, mes seigneurs, vous présenter chacun d'entre vous. Je vais vous passer la parole les uns après les autres pour représenter à la fois votre société et dire quelques mots sur ce qu'a été votre parcours, si vous l'acceptez. Et donc, je commence par Dassault, si vous le voulez bien, et par vous, Monsieur Mathieu, et donc je vous passe la parole. Bonjour à tous. J'ai prévu quelques planches rapides pour illustrer tout ça. Je vous laisse afficher. Merci. Donc, je suis Clément Mathieu, je travaille chez Dassault Aviation à la direction technique système. J'ai en charge le domaine optronique dans lequel on s'occupe d'intégration des capteurs optroniques, d'où ma présence. Donc, sur nos avions civils, on n'imagine pas que sur les avions civils il puisse y avoir des capteurs optroniques, et il y en a, et ils sont très performants. Et également sur les avions militaires, qu'ils soient pilotés ou non. Donc, quelques chiffres, voilà, dont je vous laisse prendre connaissance. Une marge certaine dont notre PDG est fier, un nombre important de Falcon, un nombre plus limité de Rafale, on aimerait bien en vendre plus, mais bon. Et puis finalement on est 12 000 personnes, ce qui est à la fois beaucoup et pas tant que ça. Suivante. Donc quelques graphiques pour vous montrer la répartition finalement de notre chiffre d'affaires. Donc 75% de notre chiffre d'affaires à l'export et 70% sur le marché civil des Falcon. Suivante. Donc les compétences technologiques, donc l'intégration de systèmes hautement complexes, que ce soit sur les avions civils et les avions militaires. Nos bijoux de famille, ce sont nos commandes de vol numériques, dont on est très fiers. Dans le cadre du neuron, et on y viendra, donc on démontre des technologies de la furtivité, et puis la pyrotechnie, c'est moins connu, mais c'est un domaine d'excellence. Voilà, et puis différentes compétences industrielles dont je vous laisse prendre connaissance. Suivante. Donc Dassault, c'est une entreprise française, mais qui a noué des coopérations tout à fait importantes au travers des différents programmes qu'on a pu mener. Donc sur les différents avions qui sont présentés ici, le Jaguar c'était franco-britannique, l'Atlantique, l'Alpha Jet, le Mercure, donc des coopérations européennes, et puis sur les avions civils, des coopérations internationales, donc que ce soit sur le 2000, le 7X ou le 900. Suivante. Donc notre gamme Falcon, je focaliserai plutôt sur notre tout dernier bébé, le Falcon 5X, qui a été présenté en octobre dernier, qui est la plus grosse cabine du marché, qui fait notre fierté. Et puis tout en haut, j'ai positionné une petite imagette de 7X sur laquelle vous pouvez voir sur le nez une petite protubérance qui est un capteur optronique, donc de vision augmentée, et qui est utilisé par le pilote pour lui permettre d'atterrir dans des conditions de météo dégradées. Donc j'ai une petite vidéo si on a 2 minutes. Non, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Donc vous voyez ici une caméra qui filme ce que voit le pilote avec sa vision naturelle, le fond, et puis en vert ce que la vision augmentée apportée fournie par le capteur, et donc qui permet au pilote de faire l'acquisition de certains repères visuels, les feux d'approche, alors que le terrain lui-même n'est pas encore visible. Donc c'est une assez belle illustration finalement de l'apport des capteurs optroniques dans l'aviation civile. Nos avions militaires, donc le Rafale que vous connaissez bien, sur lequel on intègre un nombre très important de capteurs optroniques, donc des capteurs optroniques de grande performance,
Donc les pods de désignation Damoclès, alors j'ai fait figurer, vous voyez, des rafales qui appontent. C'est pas anodin parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'arriver finalement à qualifier avec la performance de ces équipements des équipements sur un avion qui apponte, hein, avec la sévérité des environnements associés. Voilà, vous avez le pod de reconnaissance à gauche et puis à droite, sur le nez de l'avion, deux systèmes optroniques d'imagerie qui sont assez uniques, en tout cas pour la partie visible dans le monde. Pour aller voir sur Internet des belles vidéos de dogfight entre Rafale et F-22. Suivante. Et puis pour en venir au drone, donc le Neuron, qui est une coopération européenne, voilà, dans lequel on démontre notre capacité à réaliser des avions non pilotés, discrets. Et puis, concernant les drones mâles, donc, on travaille activement, on a travaillé avec les Anglais donc, sur un système de drones mâles, donc ça n'a pas été complètement au bout, mais ça reviendra. Donc c'est un drone qui a été présenté au Bourget, le drone Telemos. Bonjour, je suis Nicolas Massenet de la Cité Sagem. Je travaille depuis plus de 15 ans sur les drones et je vais essayer de vous résumer en quelques minutes l'essence de l'activité drone. J'ai pris le parti de ne pas introduire la société qui offre beaucoup de produits et d'activités. Je me suis focalisé sur l'activité drone puisque c'était le thème d'aujourd'hui. Donc mon parcours personnel, je suis ingénieur généraliste. Je suis rentré assez tôt sur le domaine des drones au travers de projets très motivants et ça fait effectivement plus de 15 ans que je suis à Sagem sur tous les projets. Donc l'activité drone à la Sagem, c'est une activité historique. Beaucoup de gens parlent de prototypes. Nous, on est dans la génération d'après. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait des drones. On a livré des drones dans beaucoup de pays en Europe et surtout on les a supportés en opération en Afghanistan. Donc on a un retour opérationnel sur les drones qui est extrêmement conséquent. Donc on est un des acteurs historiques des drones, alors des drones tactiques surtout, et vous allez voir que l'on fait un petit peu évoluer notre gamme de produits. Aujourd'hui, le Patroller, c'est le produit que nous développons activement pour le proposer au marché. Et on est parti sur une cellule beaucoup plus grosse que les premières générations. On parle d'une classe 1 tonne. Et la particularité de ce genre d'aéronef, c'est de pouvoir voler très longtemps, plus de 24 heures, et d'emporter des charges utiles conséquentes. Donc on peut attacher sous forme de pod sous les ailes différents types de charges utiles. Et le capteur principal, c'est une boule d'observation, puisque Sagem produit ce genre de capteur. Donc naturellement, on y place une boule et on peut attacher sous les pods des capteurs différents, que ce soit des charges utiles de guerre électronique, des charges utiles optroniques à champ large également. On a pas mal de projets là-dessus. Et c'est un produit qui est proposé maintenant sur le marché. Le métier de droniste, ça peut se résumer à deux choses. C'est comme ça que nous on le voit de notre point de vue de l'activité drone à la Sagem. Il y a l'aspect cellule qui est très visible, mais ça n'est pas vraiment l'essence même. Beaucoup de gens savent faire voler des avions aujourd'hui, c'est plus le facteur discriminant. La vraie particularité du métier de droniste, c'est d'arriver à piloter et à mettre en œuvre des plateformes depuis le sol d'une façon sûre. Donc il y a la chaîne de contrôle du vol, qui est un métier à part entière, et en même temps, il y a une deuxième chaîne qui est essentielle, puisque c'est la chaîne de mission, qui consiste à opérer des capteurs à distance et d'en tirer le meilleur bénéfice. Donc le métier du droniste, c'est d'arriver à intégrer de la façon la plus transparente possible pour l'utilisateur ces deux composantes à très haute performance. Donc pour la partie chaîne image, je me suis un petit peu focalisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une chaîne image, c'est extrêmement complexe. On parle bien sûr du capteur, il faut que le capteur soit de bonne qualité au début, mais la qualité au final des informations que l'on récupère au sol passe par un nombre d'étages assez conséquent, que ce soit de la numérisation, que ce soit de la compression, que ce soit la transmission par des ondes radio, que ce soit la décompression au sol.
l'affichage au niveau de la station sol, au niveau de l'opérateur qui exploite au premier niveau l'information. Et puis ensuite, il y a toute encore une chaîne de propagation de l'information, puisqu'on nous demande non seulement d'obtenir des informations, mais de savoir les diffuser. Et donc quand on regarde les performances d'un système, il faut se focaliser sur l'ensemble de la chaîne. Et bien sûr, ce que voit l'utilisateur final, c'est la qualité de l'image à la fin, la qualité de la géolocalisation de l'image, puisque ce qui est important, ce n'est pas uniquement de voir quelque chose, mais c'est de savoir où et quand on l'a vu, et de la façon la plus précise. On intègre les capteurs, bon, généralement on l'a mis sous le cockpit, donc aujourd'hui on propose différentes classes de capteurs. Sagem produit des capteurs de boules optroniques gyrostabilisées. C'est notre activité historique, je dirais, optronique. Donc là, je vous ai résumé un tout petit peu le type de capteur qu'on pouvait proposer sur ce genre de plateforme. Donc on parle de boules multicapteurs gyrostabilisées pour faire de l'observation dans différentes bandes de fréquences et avec des capacités de spotter très développées pour pouvoir distinguer, suivante s'il vous plaît, pouvoir distinguer des détails à plus grande distance possible. Un exemple, attends, il manque une, voilà, l'image arrive. Donc un exemple de vue que l'on a depuis le patroleur en champ large à gauche, et puis dès qu'on zoome instantanément, on peut obtenir cette classe de détails et on peut distinguer comme ça à plusieurs kilomètres le comportement détaillé d'un individu et identifier, c'est le terme consacré, un individu sur un terrain. Donc c'est ce genre d'informations que les opérationnels nous demandent de savoir réaliser dans des conditions diverses. Et je dirais que l'élément discriminant sur un système d'observation à base de drone, c'est le résultat de l'image. Tout le reste, à la limite, l'utilisateur n'en a presque rien à faire. Il faut bien sûr intégrer la composante mise en œuvre, qui souvent est importante, mais néanmoins, c'est le résultat de la chaîne de mission qui est le plus important. Et Sagem, en tant qu'électronicien qui réalise des capteurs, mais qui sait également intégrer des chaînes électroniques complexes et qui sait réaliser des systèmes auprès des opérationnels, est, je pense, très bien placé pour pouvoir réaliser une meilleure synthèse sur ce genre de système. Donc voilà, c'était un petit résumé de l'approche métier drone. J'ai un petit film qui vous présente le système un petit peu en vivant. Et puis j'espère que vous aurez beaucoup de questions pour la suite des débats. Je vais mettre un petit film, voilà. Donc le film, ça présente le système patroleur. C'est donc une cellule que l'on a utilisée, qui était sur le marché. C'est une cellule pilotée que l'on a pris le parti de droniser. L'objectif, c'est de montrer que ce système peut être mis en œuvre de façon très rapide. Comme c'est une cellule certifiée à la base, elle est aujourd'hui très sûre et on y a mis tout le savoir-faire que l'on a acquis au cours des 20 dernières années. On a choisi une cellule qui n'était pas chère à mettre en œuvre, donc le coût à l'heure de vol est très réduit. On peut y mettre beaucoup de capteurs, comme je viens de vous l'expliquer, et la capacité d'emport de plus de 200 kg autorise l'emport de charges simultanément. Ce qui est très important puisqu'on peut offrir beaucoup de capacités. Le système est complètement automatisé puisqu'on vient d'une tradition des drones tactiques pour l'armée de terre où il était hors de question de demander au pilote ou l'opérateur de piloter. Donc les systèmes sont complètement automatisés, on les téléopère en fait. D'accord ? Ça, ce sont des images en temps réel. On pilote la ligne de visée en temps réel. On peut zoomer, on peut analyser. On a les coordonnées en temps réel sur chacune des images, voire même de chaque pixel de l'image. On a des systèmes de transmission très élaborés qui permettent d'aller à des distances jusqu'à 200 km avec des résistances au brouillage conséquentes, avec des faisceaux très très pointus. Et bien sûr, ce que l'on vend, c'est la qualité de l'image au final. Alors on fait énormément de progrès sur les capteurs optroniques. Bon, je dois dire qu'on a accumulé un certain retard par rapport à la concurrence internationale, américaine principalement. Et par contre, on a décidé de réagir et je peux vous garantir qu'on prend la chose très 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 au sérieux dans la société qui est la mienne, puisqu'on est historiquement un spécialiste de l'optronique. D'accord ? Alors, on a, pour la petite histoire, on a sur ce nouveau capteur optronique un zoom continu en infrarouge. C'est une première sur le marché. Ça permet à l'opérateur de rester en permanence focalisé sur les images, alors que sur les autres boules d'observation, on arrive à commuter des champs.
Là, on a des détections automatiques de points mobiles sur le sol. Il y a un énorme travail qui est fait pour automatiser et assister les opérateurs à interpréter les images, et en particulier des tas de traitements d'images un petit peu innovants qui sont en train d'être développés et qui sont en train d'être proposés aux clients. Bon, et puis la plateforme a des avantages particuliers. Il se trouve qu'elle est très très silencieuse, ce qui est important pour toutes les missions, que ce soit civile ou militaire, hein, parce que notre drone est destiné aussi à des applications civiles, de surveillance du territoire, surveillance des catastrophes. On peut décliner la fonction de surveillance à énormément de scénarios. On aura peut-être l'occasion de les évoquer. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'attends vos réponses pour tout à l'heure. Voilà. Merci. Je m'appelle Stéphane Morelli et j'ai commencé par opérer des drones militaires dans une autre vie. Et je m'exprime aujourd'hui en tant que secrétaire d'une fédération qui est toute jeune, tout comme le marché des drones civils, donc c'est la fédération professionnelle du drone civil. Alors j'ai quelques petites diapos à vous présenter. Et pourquoi d'ailleurs je vous parle en tant que tel, c'est aussi parce que je suis directeur d'une société qui s'appelle Azure Drone et qui œuvre dans ce nouveau marché. Et donc on a pensé aujourd'hui qu'au lieu de vous présenter une société, valait mieux vous présenter le marché tel qu'il est aujourd'hui. Et le meilleur prisme peut-être de présentation, c'est celui d'une fédération sur laquelle en fait on a voulu un peu professionnaliser cette nouvelle profession. La structurer, parce que vous êtes bien conscient que tout ce qui est actuellement visible dans le domaine des drones, on a parlé du bien et du mal, a besoin un peu d'ordre, un peu de structure pour apporter tout le potentiel qu'on a pu déceler dans les drones. On passe à la suivante, s'il vous plaît. On voit par exemple que nous avons été victimes de notre succès, c'est-à-dire qu'une fédération qui se crée sur Internet le 1er juillet à peu près de l'année 2013 compte maintenant, je pense, être en dessous. Je crois qu'on est à 280 membres et qu'on a d'ailleurs un certain nombre de difficultés à accueillir un certain nombre de demandes, dont certaines parfois sont assez farfelues. Et l'idée étant quand même de ne pas fermer la porte, mais de commencer à dire à certaines personnes que le drone est devenu un métier. Et donc à ce titre-là, on commence justement à orienter les adhésions vers des différentes je dirais, catégories de membres, et notamment en regard avec la réglementation dont nous parlerons plus tard. Et ça, c'est pas une diapo de la fédération, c'est bien une diapo de la Direction générale de l'aviation civile, où vous voyez ce qu'on appelle une forte émergence, pas une explosion, sur un secteur où tout le monde se précipite, un peu comme la cigarette électronique, probablement pas pour les mêmes raisons, mais probablement aussi pour faire un peu d'argent, c'est évident, et sur lequel, effectivement, la direction en question, la Direction générale de l'aviation civile, était bien contente d'avoir un organisme qui l'aide un peu à organiser tout cela. Au suivant, s'il vous plaît. Ce secteur est organisé en fait en deux grandes catégories d'opérateurs. Donc on utilise le terme opérateur ou exploitant. Aujourd'hui, c'est le secteur audiovisuel qui est largement majoritaire, parce qu'en fait, on a bien compris que le fait de mettre un appareil photo ou une caméra sur un aéronef télépiloté, ça permet d'obtenir un certain nombre de capacités qui, dans le sens audiovisuel du terme, apporte une plus-value. On a parlé des journalistes. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas un reportage soit aux informations, soit dans les belles séries qu'on nous diffuse le mardi ou le mercredi soir sur France Télévisions, qui ne comportent pas de drones. Bon, pour autant, vous avez une deuxième catégorie de dronistes qui est industrielle et qui, elle, s'oriente plutôt vers des aspects d'inspection, d'auscultation sur des structures énergétiques ou de réseaux, et qui amène à ce que, effectivement, là on est aussi dans une valeur ajoutée assez importante par rapport à ce qu'attendent nos clients, qui sont les donneurs d'ordre.
Le type de matériel utilisé, donc par rapport aux présentations précédentes, on est un petit peu quand même en dessous en termes de gamme, vous avez bien compris, pour des raisons réglementaires et puis pour des raisons de marché tout simplement. Donc on a ce que certains pourront considérer comme des magnifiques aéromodèles. La différence entre un aéromodèle et un drone, d'ailleurs, elle est relativement fine. Pour autant, considérer qu'un drone, aujourd'hui, c'est un outil professionnel, qu'il soit militaire ou civil, et qui donc est équipé d'un certain nombre de capteurs ou même de systèmes qui permettent d'effectuer du travail aérien. Voilà un petit peu comment on peut considérer cette profession. Beaucoup de voilures tournantes, quelques ballons, et puis d'une voilure fixe, des voilures fixes qui commencent à émerger pour les scénarios qu'on qualifie de hors-vue. Suivant, s'il vous plaît. Et bien, ensuite, j'aborde une problématique ici très rapidement pour vous montrer que pour travailler, il faut travailler selon des scénarios réglementaires que je vous présenterai tout à l'heure. Mais vous verrez bien que en fait, la plupart des opérateurs travaillent à vue. C'est le scénario qui est le plus simple, qui déjà permet de faire un certain nombre de prestations. Je vous détaillerai un peu plus ces scénarios par la suite. Je pense qu'il y a une petite question qui viendra sur la réglementation. Alors, peut-être une diapo importante pour vous montrer une certaine réalité qui est que nous travaillons aujourd'hui, nous sommes avec des PME, des TPE, beaucoup d'indépendants. Et donc, ce marché-là, si on veut lui laisser une chance, il faut déjà leur donner, c'est évident, et puis il faudra probablement le financer. C'est-à-dire que la plupart des pratiquement 350 sociétés qui existent à ce jour sont à la chasse au carnet de commandes et ont une espérance de vie qui peut être relativement limitée. Alors ça fait partie de la vie économique, il faut peut-être pas trop s'en émouvoir, mais pour autant, il faut, et c'est au sens de la fédération qu'on l'entend comme ça, il faut soutenir cette activité émergente. Il faut également faire un peu le ménage chez nous. Je pense qu'on reviendra sur cet aspect des choses en parlant de réglementation, mais que pour autant, aujourd'hui, vous n'avez pas un acteur majeur des drones, on peut peut-être même en entendre parler de temps en temps dans la presse, vous n'avez pas d'acteur majeur du marché des drones civils en France. Eh bien, s'agissant de notre localisation, vous regardez que il y a certains, c'est assez équitablement réparti, avec certains endroits où il y a un peu moins de monde qui figure, mais après il faut voir si les marchés correspondants peuvent permettre à ces sociétés de se développer. Vous avez des opérateurs qui se sont exprimés dans le cadre d'une enquête sur laquelle on a bien vu qu'il fallait essentiellement faire évoluer un petit peu la réglementation, mais surtout la respecter. Et former les télépilotes, nous y reviendrons un petit peu après, j'espère. Les constructeurs, quant à eux, veulent se différencier. Aujourd'hui, probablement des constructeurs qui sont apparus dans un premier temps, en fait on est dans des toutes petites structures. Pour autant, vous avez des start-up qui commencent à bien fonctionner et qui veulent être différenciées de celles qui travaillent dans le domaine de l'assemblage et donc qui apportent peut-être une technologie, une plus-value technologique un peu inférieure. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Luc Renouille, je suis le directeur du développement de Bertin Technologies. Alors premièrement je voulais remercier mes amis d'Optics Valley, Philippe Brégy, Sébastien Magnaval de m'avoir proposé de me joindre à vous. Donc c'est un grand plaisir. Alors pour faire court, moi, en complément à ce qui a été dit, j'ai pas mal de points communs avec les personnes autour de la table et avec certains d'entre vous. Moi j'ai étudié dans l'école généraliste qui est juste derrière. J'ai travaillé au ministère de la Défense puisque je suis ingénieur de l'armement et j'ai quitté la sphère publique pour développer différentes entreprises dont Bertin Technologies, dont je suis le directeur du développement depuis quelques années. Mon propos sera en 3 points. Après avoir aussi fait un dernier remerciement, l'organisation était parfaite, il y a un point d'amélioration, c'est qu'on attend toujours les cafés pour les intervenants. Donc,
premièrement, qui est Bertin Technologies? Je pense que c'est important de le dire, je ne vais pas vous asséner de chiffres, j'en ai pas prévu dans mes planches, mais en fait, on fait partie d'un groupe qui est une entreprise de taille intermédiaire, à capitaux familiaux, qui s'appelle CNIM. Donc, s'il vous plaît, laissez la page de garde. Avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 60 millions d'euros pour la société et 700 millions pour le groupe. Importance quand même par rapport aux autres intervenants et complémentarité. Dassault, grosse entreprise familiale, Sagem en très grand groupe, et M. Morelli qui a monté sa société. Donc je pense qu'on fait un bon tour de table. Nos métiers tournent autour du développement des produits à forte valeur ajoutée technologique, dont notamment des produits autour de l'optique, de l'optronique, appliqués à différents champs. Donc les drones, c'était forcément un truc intéressant pour nous et pour moi quand on s'y est mis il y a une dizaine d'années. Donc ça me permet d'aborder le deuxième point, et là vous pouvez enclencher les planches, où justement, nous, quand on a considéré le marché potentiel il y a une dizaine d'années, et la taille de la société, à l'époque on était 200 personnes, on s'est attaqué en fait au segment des mini-drones, étant entendu qu'un drone est un aéronef commandé à distance qui emporte une charge utile destinée à des missions de surveillance, de renseignement, de combat ou de transport. Je le redis parce que au début, et vous pouvez passer à la planche suivante, merci, on s'est quand même plutôt amusé au niveau des plateformes. On avait oublié que la charge utile, ça serait in fine le truc important. Donc sur cette planche, vous voyez, au début, on a commencé par faire un concept de boule volante. Donc on avait à la fois des jeunes ingés et un pré-retraité qui avait inventé ce concept qu'on appelait sphère. Et l'idée, c'était vraiment une boule volante. Donc on avait des gouvernes en dessous. Donc le flux d'air, c'est une hélice carénée qui passait au travers. Au début, on a fait ça en alimentation filaire, puis en alimentation électrique. Alors, importance, parce que dans tout ce qui a été dit, il y a personne qui a osé le dire. Alors, bon, moi, je me permets de le dire. Il y a un organisme en France qui s'appelle la DGA, pas la DGAC, au sein du ministère de la Défense, qui fait ou qui essaye de faire de la politique industrielle. Donc, vous verrez ou vous comprendrez au cours de votre carrière professionnelle l'importance que ça peut avoir de faire de la politique industrielle. Et donc à ce moment-là, la DGA s'est dit c'est pas mal. On avait déposé un projet qui pouvait être financé. Ils ont fait un appel d'offres qu'on a gagné contre la société Sagem, je crois. Et l'idée, c'était justement de démontrer la faisabilité d'un drone dit VTOL, donc à voilure tournante, et de qualifier ses capacités opérationnelles en termes d'emport, d'évitement d'obstacles et de tenue à la rafale. Donc là, on est passé de la boule au suppositoire. Donc vous voyez, 2003-2007, Overeye. Donc une double hélice carénée avec une ogive embarquant l'électronique, tout fait maison. Tout fait maison. Donc on avait même intégré un radar de détection d'obstacles. On a montré pas mal de choses, et notamment qu'avec la propulsion électrique, ce genre de zinzin avait en fait très peu d'autonomie, ce qui est quand même ballot pour un emploi opérationnel, c'est-à-dire que dès que les types ils avaient fait décoller l'appareil, ils étaient obligés d'atterrir. C'était moyen. Donc on est allé chercher ensuite, parce qu'on a un esprit quand même persévérant, un nouveau concept dans une collaboration avec le monde académique. Et là on avait un concept avec l'ISAE, donc Super-Héros, où là on était plutôt sur un avion suspendu. Donc c'est la troisième photo, un avion suspendu qui avait l'avantage d'avoir une meilleure autonomie, une allonge plus importante. Bon, en fait, grosso modo, un rapport poids-puissance qui était meilleur et qui faisait un compromis entre
le VTOL et la voilure fixe. Le problème, à ce moment-là, c'est qu'effectivement, on est arrivé à une période où pas mal d'acteurs s'intéressaient aux petits drones, et notamment, à part s'amuser tranquillement dans son jardin, en termes réglementaires, il fallait commencer à justifier d'un certain nombre de points, notamment de fiabilité. Et en fait, c'est pour ça qu'on a bouclé récemment la boucle avec des premiers vrais clients, à savoir la sécurité civile française notamment, avec un concept qui est, en déplaise à l'aérodynamicien que j'ai failli être au début de ma carrière, un truc bien connu, c'est-à-dire un hélico avec une boule qui a quand même le mérite d'être une formule aérodynamique connue. Parce que ce que vous avez compris peut-être au travers des différentes présentations, c'est que les engins dont on parle, et on peut peut-être passer à la planche suivante du coup, sont des engins qui doivent intégrer, en fait, je dirais 3 composantes essentielles. C'est-à-dire, il faut quand même que ça vole, il faut quand même qu'on arrive à prouver que c'est fiable en vol, et si on veut que ça coûte pas trop cher, faut trouver des architectures et des démonstrations qui font qu'on n'aboutisse pas à des choses trop coûteuses. Et là, le compromis coût, réglementation, sûreté de fonctionnement, c'est un bon trip pour les ingénieurs. Et puis ensuite, il faut, comme ça a été dit, je ne m'étendrai pas dessus, mais c'est quand même important, que ça serve à quelque chose. Donc une fois qu'on a joué, qu'on a démontré à des gentils réglementateurs que ça pouvait voler, bon, faut qu'il y ait quand même une qualité d'image et d'exploitation. Vous voyez, nos désirs deviennent pratiquement des ordres. C'est génial. Il faut démontrer effectivement qu'il y a une utilité, que la charge embarquée est bien utile. Donc elle porte bien son nom. Et là, je ne vais pas m'étendre parce qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais ça permet de donner un éclairage effectivement sur l'importance que revêt la capacité d'intégrer un senseur compact et robuste avec de bonnes performances en portée de détection et aussi une exploitation par l'opérateur qui est assez simple. Bon, puisque là on a un drone qui est exploité par 2 personnes, donc il faut qu'au niveau de la qualité d'image ce soit simple. Donc voilà pour aller vers le débat. Effectivement, deux, trois petits points de conclusion. Alors Jean Brunol, lui, il a dit en introduction qu'il croyait beaucoup à l'optique comme champ de progrès dans le XXIe siècle. Bon, moi je suis comme lui, et un peu moins pessimiste que l'introduction. Je pense qu'on a besoin de lumière dans ce monde. Je vous ai donné mon éclairage. Et en tout cas, pour moi, il recouvre 3 points. 1, la persévérance technologique. 2, l'espérance dans les marchés. Et 3, la foi dans nos ingénieurs. Merci. Et puis, vous avez juste le café qui vous attend. Donc, juste avant de ne passer la parole à la salle, moi, je voudrais vous dire, si vous voulez, juste une impression personnelle. On a eu, il y a quelques mois, on a eu Fukushima. Chacun d'entre vous s'en souvient probablement. On voit ces images, si vous voulez, on voyait ces images à la télévision. On voyait, si vous voulez, ces personnes qui étaient membres de l'opérateur énergétique japonais, qui allaient finalement prendre la quantité de rayonnement dont on savait pertinemment, si vous voulez, qu'elles allaient les conduire à la mort. Moi, j'ai été particulièrement sensible à ce moment-là, si vous voulez, à tout ce qui pouvait être opéré remotely. Et donc, que ce soit, si vous voulez, des drones pour la surveillance de ce qui était en train de se passer dans cette centrale, que ce soit, si vous voulez, finalement, des systèmes peut-être qui ne volaient pas, mais qui auraient été téléopérés. Je pensais que c'était une direction indiscutablement vers laquelle l'humanité devait se diriger. Et donc, je n'ai pas trouvé, si vous voulez, dans tout ce qui était
drone, système téléopéré, même si vous voulez ground-based. Je n'ai pas trouvé, j'ai pensé qu'ils offraient une fantastique opportunité pour l'humanité. Donc je ne suis pas si pessimiste, si vous voulez, que ce cas. Je ne dis pas, Alexei, que votre présentation a été pessimiste. Elle a été probablement réaliste. Probablement, c'est comme sur Internet, on trouve des choses fantastiques et puis c'est également la poubelle, si vous voulez, de l'information mondiale. Donc il y a du plus et du moins, mais enfin moi j'ai vu, si vous voulez, du plus. Donc je me tourne vers la salle et je voudrais appeler quelques questions. Je vais vous dire, les 4 premières questions, pour parler franchement, ont été préformatées. Et ensuite, si vous voulez, donc je préfère le dire, et donc ensuite, si vous voulez, la parole est libre. Nous avons 4 intervenants magnifiques qui ont une expérience fantastique sur le sujet que nous traitons. Et je servirai, si vous voulez, uniquement de faire valoir le seul sujet auquel je serai sensible, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants et je crois qu'il y a une salle qui est en backup dans lequel les jeunes étudiants de l'Institut de l'École supérieure d'optique sont en masse. Je m'assurerai, si vous voulez, que vraiment on parle également de questions qui sont technologiques, parce que c'est ça qui leur permet d'avoir une visibilité de ce que ce champ des drones peut offrir en termes de carrière professionnelle, en tous les cas at start. Première question qui a été donc préformatée. Voilà, ben écoutez, je vous passe le micro. Oula. Donc, un drone, ça ressemble à un avion sans pilote. Mais alors, quels sont les enjeux qui sont liés à la disparition du pilote embarqué? C'est une question pour Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. Oui, merci pour votre question. Je vais éviter de faire une réponse formatée. Donc, vous avez employé le mot d'avion sans pilote. Donc, c'est vrai que c'est des termes qu'on entend. Nous, on a la conviction finalement que le drone, c'est un avion où le pilote n'est plus à bord, mais on a la conviction que le pilote reste au centre du contrôle de l'UCAV. Donc là, la réponse que je vous fournis, elle est vraiment sous le prisme des avions qu'on développe. Donc UCAV, c'est un drone de combat. Il y a également les drones mâles, médium altitude, longue endurance, qui peuvent armer, tel le Reaper, dont on n'a pas nommé le nom, mais qu'on a tous en tête, malheureusement. Donc l'homme reste au cœur du dispositif, et en particulier, quels que soient les traitements d'autonomie dont on a déjà un peu parlé. Donc ça, c'est vraiment important, en particulier par rapport à l'usage de la force qui va être fait à la fin, puisque c'est bien le but d'un UCAV, donc d'un drone armé. Juste pour voir la révolution, enfin, ce qu'implique finalement le fait de déporter, entre guillemets, le pilote, il faut prendre quelques instants pour regarder quelles sont les grandes qualités d'un pilote, ce qu'apporte un pilote. Donc un pilote, c'est un homme. C'est le principal avantage de l'avion piloté, c'est sa capacité d'analyse de la situation tactique qui peut être complexe. On a des menaces air, des menaces sol. Elles sont parfois incertaines, pas toujours complètement remontées. Et donc c'est sa capacité d'analyse qui lui permet finalement de prendre la décision, d'anticiper pour atteindre les objectifs de la mission. Et il y a une autre difficulté, c'est qu'une mission, elle ne se passe jamais comme prévu. On la planifie bien sûr, mais bon. Donc il faut, c'est la grande capacité d'adaptation du pilote qui permet finalement de pallier l'imprévu, de pallier le fait que donc l'ennemi est un peu imprévisible, que la machine peut connaître des pannes. Et donc ça, ce sont les deux forces du pilote. Et à contrario, le pilote, lui, il est quelque part, on a des hommes surentraînés qui sont très performants, mais ils restent fatigables. Il y a un cockpit qui nécessite donc un environnement qui est conditionné en oxygène, en pression, en température. Donc c'est un coût d'intégration sur la machine. Et dernier élément, le pilote, malheureusement, il est vulnérable. Donc ce sont entre guillemets les inconvénients du pilote. Et face à ça, le drone, lui, donc quand on pense au drone mâle, donc il a pour lui sa grande endurance. On l'a déjà dit, il peut rester sur zone de longs instants. Le drone de combat, lui, l'UCAV, a cette grande capacité à aller chercher, lors du premier jour d'un conflit, des cibles de haute valeur ajoutée qui sont extrêmement bien défendues, sans mettre en jeu la vie d'un pilote. Mais la contrepartie de ça, c'est que ils n'ont pas l'intelligence et la capacité d'adaptation du pilote. Donc il faut
il faut de l'autonomie. Et il faut d'autant plus d'autonomie que la communication entre la machine et la station sol, hein, où le pilote opère, le lien peut être rompu volontairement si on veut être discret ou involontairement. Et puis on a aussi beaucoup de latence. Donc la machine ne peut pas se piloter comme une machine pilotée. Donc il faut de l'autonomie pour décharger donc, la conduite court terme de la machine, tout en permettant de réaliser la mission. Et c'est tout le but des traitements d'autonomie. Donc l'autonomie, elle a pour but de permettre la conduite de la machine. Elle a pour but aussi la mise en œuvre des senseurs, pas de manière, mais de manière coordonnée afin de maximiser l'efficacité. On a des radars de bord, on a des boules optroniques, c'est l'objet du sujet. Et donc il faut coordonner de façon efficace l'ensemble de ces capteurs. Les capteurs optroniques, on vous les a présentés. Je rajouterai également qu'en plus des capteurs de targeting, donc qui ont des très petits champs qui permettent de voir à longue distance et en toute sécurité, on a également des capteurs omnidirectionnels qui permettent d'assurer finalement la détection des menaces air et sol à courte et moyenne distance. On a aussi ces capteurs qui pourront être utilisés pour tout ce qui est anti-collision, hein, puisque la problématique se pose pour les avions non pilotés. Et donc, la révolution par rapport à la question que vous me posiez sur le fait de déporter le pilote, c'est finalement d'avoir des fonctions d'autonomie qui mettent en œuvre de façon adéquate tous ces capteurs pour assister le pilote dans la tâche de détection et de reconnaissance des cibles, hein, qui peuvent être nombreuses et très dispersées, et puis de sélection de l'information, parce qu'on n'a pas une bande passante infinie entre l'avion et la station sol. Donc il faut sélectionner l'information pour envoyer l'information permanente qui va permettre au pilote de prendre la bonne décision d'engagement de la force. Donc ça, c'est vraiment une problématique cruciale qui est dévolue au système d'émission et sur laquelle on travaille beaucoup. Voilà, et juste pour finir le tableau, en termes de capteurs, vous trouverez, il y a une problématique importante dans un UCAV qui est celle du ravitaillement. Donc ravitailler un drone, c'est quelque chose, c'est une gageure, c'est difficile. Donc on comprend bien que les capteurs optroniques peuvent contribuer à cette fonction de ravitaillement, et également, comme pour dans le civil, à tout ce qui est atterrissage, puisqu'il s'agit qu'il atterrisse tout seul dans des conditions potentiellement dégradées. Merci Monsieur Mathieu. Bon, moi il me vient au moins 3 ou 4 questions, j'imagine que vous, il vous en vient 30 ou 40 après les explications de Monsieur Mathieu. On passe à la deuxième question, toujours question que trois très formatée. Alors qui est-ce qui est en charge de cette question? Et bien on est parti. Parlez assez fort, vous semblez. Oui. Bonjour ici. Une question pour Monsieur Massenet. Alors on a eu différents exemples en fait dans les planches de loin. Et on a Alors, votre question rejoint quelles sont les contraintes en fait que l'on a au niveau de la cellule. Historiquement, les premiers drones tactiques ont été déployés au travers des armées de terre qui avaient pour mission de se déployer n'importe où rapidement, tactiquement, pouvoir déployer un drone, le récupérer rapidement, bouger dans l'heure pour aller suivre les troupes adverses qui pouvaient contourner la manœuvre. Donc on avait une exigence de tacticité importante qui permet. Et donc le concept qui était retenu à l'époque, c'était un catapultage de la cellule et un retour sur des terrains non préparés, puisque l'objectif c'était de pouvoir se déployer dans n'importe quel champ un petit peu dégagé. Et donc la contrainte sur la cellule était de dire qu'il fallait que la cellule soit capable de voler, bien sûr, maximum d'endurance possible, mais qu'elle ne requiert pas d'infrastructure, on ne pouvait pas atterrir par piste. Donc on a choisi la méthode de récupération par parachute. Parachute, airbag, pour amortir le choc au sol. Le capteur, qui fait partie des équipements les plus onéreux du drone, devait être protégé. D'ailleurs, il était même rétracté dans la cellule avant de toucher sol. Bon, bref, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un système qui marche bien, puisque pendant plus de 10-15 ans, il a été déployé dans des contextes principalement en Afghanistan. Il se trouve qu'en fait, les concepts d'opération de ce genre de système, tels qu'envisagés par les opérationnels au début des drones, n'ont jamais été utilisés exactement comme ça. Pourquoi? Parce que les contextes militaires ont un peu évolué. Au lieu de se battre, entre guillemets, contre des forces identifiées par une ligne de contact qui bougeait, à l'époque c'était le bloc soviétique, en fait on s'est trouvé dans des conflits complètement asymétriques, comme vous le savez, et on est
passé dans un mode où les drones étaient plutôt mis en œuvre depuis des terrains fixes. Les troupes alliées se regroupant pour des raisons de sécurité sur des endroits fixes. Et finalement, les drones tactiques qui devaient être déployés partout, rapidement, se sont retrouvés à être mis en œuvre sur des lieux fixes. Et très naturellement, les opérationnels nous ont demandé de plus en plus à avoir des endurances accrues, puisqu'ils se sont rendus compte sur le terrain que les drones procuraient une couverture de surveillance et donc une capacité à aider les troupes au sol considérable, de plus en plus longue. Et on est vite arrivé aux limites du système, puisque le système Sperver que l'on a vendu à plusieurs pays, comme je l'ai écrit tout à l'heure, avait une endurance de la classe 5-6 heures, mais la formule aérodynamique ne permettait pas d'en tirer beaucoup plus en l'état. Donc maintenant, la tendance très très nette est de garder des petits drones, classe mini-drone, qui volent 1 heure ou 2 heures en local, et puis essayer de monter en endurance, ou passer sur des formules un peu différentes, sacrifier éventuellement la contrainte de mise en œuvre pour bouger un peu partout, par contre privilégier l'endurance. Donc c'est le choix qu'on a fait sur cette deuxième classe de produits, et aujourd'hui on est parti sur des formules motoplaneurs qui permettent d'avoir des endurances de 20 à 30 heures, et c'est également le modèle que nous montrent les troupes, enfin, les produits américains, puisque ça a été popularisé par la génération des produits de General Atomic. Merci bien. Troisième question. Vous faites bien de m'arrêter parce que je peux continuer. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une question qui est plutôt adressée à Monsieur Morelli. En fait, vous avez tous fait mention de la réglementation au niveau des drones, surtout lorsque vous avez parlé des différents scénarios de vol envisagés. Et au détour d'Internet, je suis tombé par hasard sur votre site et j'ai vu que dans un article, vous faisiez mention de la multiplication des photos prises par des drones sur la ville de Paris de manière illégale. Et donc j'aimerais que vous reveniez un peu sur la réglementation en vigueur à ce propos. Voilà. Eh bien, merci pour cette excellente question. Qui est tout à fait prévisible, mais tout à fait utile. Je commencerai juste par un adage qui a toute sa vertu pédagogique. C'est la réglementation qui a créé le marché et pas l'inverse. Donc, partant de cela, respectons-la et ensuite faisons-la évoluer. Alors, j'ai quelques slides qui vont très rapidement, sans aucun compétent, je dirais, capable de faire évoluer sur le plan pratique votre drone. Je pense que cette affaire-là... Est-ce que je travaille à vue? Est-ce que mon drone est à vue du télépilote? Est-ce que je suis au-dessus d'une zone peuplée ou pas? Et à partir de là, on a obtenu, après quelques mois de travail avec la Direction générale de l'aviation civile, 4 scénarios. Le premier est ici, c'est le scénario de base. Le scénario, vous êtes à 100 mètres, votre drone est à 100 mètres du télépilote et vous opérez dans le cadre d'une zone non peuplée. Voilà, vous pouvez... Est-ce que je travaille à vue? Est-ce que mon drone est à vue du télépilote? Est-ce que je suis au-dessus d'une zone peuplée ou pas? Et à partir de là, on a obtenu, après quelques mois de travail avec la Direction générale de l'aviation civile, 4 scénarios. Le premier est ici, c'est le scénario de base. Le scénario, vous êtes à 100 mètres, votre drone est à 100 mètres du télépilote et vous opérez dans le cadre d'une zone non peuplée. Voilà, vous pouvez prendre des photos de champs agricoles, vous pouvez inspecter des éoliennes, des endroits où en général personne ne va trop. Et donc c'est un premier type de scénario où le risque est relativement faible et vous avez déjà un marché qui est adapté à ça. Suivant. Vous avez un scénario qui est un peu plus, je dirais, entre guillemets, où il y a un risque un peu supplémentaire, donc vous avez déjà moins d'opérateurs qui sont aptes à le pratiquer. Vous avez un scénario qui est un peu plus, je dirais, entre guillemets, où il y a un risque un peu supplémentaire, donc vous avez déjà moins d'opérateurs qui sont aptes à le pratiquer. Vous avez un scénario qui est un peu plus, je dirais, entre guillemets, où il y a un risque un peu supplémentaire, donc vous avez déjà moins d'opérateurs qui sont aptes à le pratiquer, mais vous serez toujours en zone non peuplée, donc il faut travailler dans des conditions où effectivement vous n'avez personne en dessous, mais ça correspond à des situations opérationnelles qui sont répertoriées et sur lesquelles vous avez des marchés. Le scénario 3, c'est le scénario qui fait qu'un parachute et 2 kilos sans parachute. Et donc,
vous pouvez effectivement prendre, à partir du moment où vous avez quand même une autorisation préfectorale, avec un parachute et 2 kilos sans parachute. Et donc, vous pouvez effectivement prendre, à partir du moment où vous avez quand même une autorisation préfectorale, l'État veille quand même, et vous pouvez prendre des clichés, faire des prises de vue, de la thermographie aérienne, faire des inspections de bâtiments dans ces zones, avec quand même la garantie que vous devez donner qu'à la verticale du drone et à 30 mètres de rayon de cette verticale, vous n'avez personne qui évolue. Donc une grosse partie du marché est dans le cadre de ce scénario 3. Et enfin le scénario 4, c'est celui dit du vol hors vue, et c'est ce qui rend la France un peu novatrice dans ce domaine-là par rapport aux autres nations. Celui dit du vol hors vue, et c'est ce qui rend la France un peu novatrice dans ce domaine, avec des drones certes d'envergure et de masse très limitée, moins de 2 kilos, opérer des drones hors de la vue directe du télépilote. Donc là, on fait appel à un dispositif first person view, pour le qualifier comme tel. Et donc là, on fait confiance au capteur, à la vidéo qui est obtenue par de l'environnement par le drone lui-même. Et donc là, vous avez beaucoup d'applications linéaires sur des pipelines, sur de l'agriculture, qui peuvent être obtenues grâce à cela. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des slides. Simplement vous dire qu'il y a une problématique de formation de nos télépilotes. Aujourd'hui, concrètement, vous créez auto-entrepreneur, vous passez le brevet ULM et vous vous déclarez vous-même compétent, je dirais, capable de faire évoluer sur le plan pratique votre drone. Je pense que cette affaire-là ne devrait pas tarder à évoluer parce qu'il y a un vrai risque à avoir des gens pas sérieux qui risquent de faire des bêtises. Et c'est ce qu'on voit sur YouTube, notamment dans Paris. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Sachez qu'il y a un vrai sujet là-dedans. Merci. Bonjour, ma question s'adresse plutôt à Monsieur Renouille. Donc, on nous a parlé beaucoup des drones en particulier, on en voit beaucoup dans les médias. Simplement pour nous, en particulier pour les étudiants qui sont là, c'est pas forcément facile de voir les opportunités qu'on a dans le domaine des drones. Et donc, on peut se poser des questions concernant l'évolution du marché. Est-ce que vous pensez que ça va plutôt rester anecdotique ou le marché va-t-il s'ouvrir pour devenir plus large ? Oui, ça me fait penser au débat télévisé avec Georges Marchais à l'époque. Donc vous venez avec votre question, moi je vais venir avec ma réponse. Non, je crois que l'essentiel a été dit en fait pendant la table ronde. Quand j'y réfléchis, je m'étais dit effectivement il y avait 2-3 éléments à pointer. Moi, le premier élément que je retiens, le premier éclairage, la première zone de lumière que je retiens, elle a été dite dès le début par Alexis. C'est aujourd'hui le marché, à l'image de la société, c'est un marché de divertissement. Voilà, donc déjà premier point, je ne porte pas nécessairement de jugement là-dessus, mais celui-là, c'est sûr, il existe. Après, il y a un deuxième marché dont on vient de parler. C'est un marché qui est plutôt tiré par le service. Et là, on parle effectivement d'objets qui, là aussi, sans jugement de valeur, mais sont plus complexes. On en a vu un panel et encore... dire même chez nous, les produits qu'on développe sont assez complexes, assez coûteux, et donc le service c'est intéressant parce qu'il y a en définitive assez peu de clients qui ont les moyens de se payer un drone, et ce qui les intéresse, c'est d'avoir une prestation qui sera adaptée à leurs besoins. Et là aussi, deuxième élément de réponse, c'était la planche de Stéphane Morelli. Vous voyez, aujourd'hui, quand même, le marché, même dans le service, c'est essentiellement du divertissement. Puisque c'est, comment vous appeliez ça, audiovisuel. Voilà, 83%. Voilà, donc c'est aussi le monde des médias et du divertissement qui domine aujourd'hui ce marché de service. Donc, est-ce qu'il va... Enfin, comment le marché va se développer au-delà de ça? Moi, je pense que la question, elle nous est posée, elle vous est posée, elle m'est posée. C'est la question, en fait, de quelle industrie on veut avoir en France pour les drones.
Alors moi, je retiens l'image de la présentation de Sagem à Montluçon, où vous voyez une chaîne d'assemblage de drones. Ben, ça suppose d'avoir des responsables de fabrication, des gens qui font du câblage, du montage. Ça suppose d'être capable peut-être de concevoir des plateformes avec des procédés spéciaux, composites, en France. Donc d'avoir des réglementations qui permettent à l'industrie de bosser, des coûts du travail qui permettent d'opérer industriellement en France. Des senseurs, aujourd'hui, j'ai même cru comprendre, alors le collègue de Sagem me contredira, que effectivement, dans le domaine des senseurs, aujourd'hui, on est en tentative de rattrapage et il y a des domaines où on est carrément en retard par rapport aux Israéliens ou aux offres américaines, voire d'Europe du Nord. Donc le dernier point, il est essentiel. Le marché, il se développera si l'industrie se réveille en France. Et cette question, cet éclairage, c'est à vous, étudiants, et à nous de nous la poser, quoi. Est-ce qu'on veut s'amuser ou est-ce qu'on veut, en définitive, bosser, mettre les mains dans le cambouis et concevoir des tourelles optroniques, assembler des composites? Bon, ben voilà, parfois c'est sale, parfois ça pète, mais c'est vraiment ça. Le marché des drones, il a l'image de l'industrie en France. Voilà. Je voudrais rajouter une petite précision. La difficulté sur les drones, on la visualise toujours sur le niveau de la plateforme et de prendre des images. Il faut savoir qu'aujourd'hui, faire voler un avion piloté pour prendre des images, ça ne revient pas très cher. Donc aujourd'hui, l'équation économique que nous, constructeurs de drones ou opérateurs, on doit mettre en balance, c'est en quoi nos systèmes de drones automatisés avec toute leur chaîne d'observation et les valeurs ajoutées au niveau des traitements d'images, des analyses que l'on procure, proposent comme valeur ajoutée par rapport à des moyens, je dirais, traditionnels. Aujourd'hui, trouver des pilotes qui font voler un aéronef standard avec une boule, on en trouve partout, tout le monde veut voler. Hein. Donc c'est pas ça la valeur ajoutée des drones, c'est pas de voler, c'est de proposer d'amener des capteurs dans des endroits où les avions traditionnels n'ont pas le droit d'aller, où il est trop compliqué de le faire, ou alors parce qu'on veut des missions qui sont sur la durée, par exemple. Quand on propose de surveiller pendant des dizaines d'heures des zones, il n'y a plus beaucoup de pilotes qui veulent rester sur zone en permanence. Voilà. Ou alors il faut intervenir dans des milieux urbains où il n'y a pas de possibilité d'amener un avion piloté, ou alors prendre un hélicoptère. Mais l'hélicoptère, ça apporte d'autres nuisances. Donc il faut arriver à trouver des niches de marché où la valeur ajoutée d'un petit aéronef discret qui apporte la vision locale, précise, robotisée, pour des histoires de répétition, apporte une vraie valeur ajoutée. Donc c'est là où le marché doit se diriger, je pense. Vous êtes 250, attendez. Il y a 2 secondes pour porter la question de la salle, de la deuxième salle. Donc effectivement, on a reçu une question de l'autre salle que je trouve assez intéressante. C'est quelles sont les applications des drones pour l'environnement et en particulier pour l'action sur des organismes tels que les algues. Et en fait, moi, je rajouterais même encore quelque chose, rajouter un point un petit peu technologique, c'est que, par exemple, pour surveiller des algues, on est au-dessus de l'eau, on est au-dessus de la mer. Qu'est-ce que ça peut impliquer d'un point de vue technologique? Quels sont les risques pour le drone? En quel point est-ce que c'est plus dangereux, moins dangereux, intéressant ou non? Maintenant, plus rien n'est formaté, c'est à vous de vous débrouiller. Hein. Bon, alors je me suis emparé du micro, mais s'agissant effectivement du marché des drones dans l'environnement, on a un peu de chance d'avoir récemment vu poindre une législation assez forte, hein, le Grenelle de l'environnement, qui donne des obligations aux décideurs, aux collectivités locales, de satisfaire un certain nombre de critères au niveau de l'urbanisme, des habitations, des collectivités en tant que telles. Et le drone peut être considéré comme un outil de mesure à la portée des bourses, hein, de ces collectivités locales, notamment lorsqu'on l'équipe de caméras thermiques, ou de moyennes mesures sonores, ou de moyennes mesures de pollution. Il reste juste à adapter ces capteurs qui en général n'ont pas été conçus pour des drones, pour les miniaturiser puis les intégrer. Et là, il y a un travail un peu d'ingénierie à faire, mais on n'est pas dans le cadre d'une révolution technologique, c'est juste de l'opportunité, de l'opportunisme et du pragmatisme qui amène à ce qu'on puisse proposer ce type de service dans le cadre de l'environnement. S'agissant de la détection des algues,
nous, on a fait quelques expérimentations au sein de notre société. On a pu caractériser la réponse spectrale du végétal à terre et sous l'eau grâce à du proche infrarouge, mixé avec du visible, et qui, en post-traitement, permettent de effectivement déterminer des surfaces, même en dessous de l'eau, des surfaces qui sont, entre guillemets, concernées par les algues. Et on a travaillé avec EDF à ce sujet. Donc, effectivement, le dernier point pour être sur la sécurité, je dirais, ou le comportement du drone par rapport à l'eau, je pense pouvoir vous dire qu'effectivement, un drone peut parfois chuter même profondément dans l'eau. J'ai testé pour vous, en militaire et en civil. Pour autant, effectivement, après, il y a une problématique de récupération, de sauvegarde et aussi de budget, d'assurance, qui font que si vous n'avez pas trop mal calculé votre coût, malgré la perte sèche que vous pouvez imaginer de quelques dizaines de milliers d'euros d'un drone qui tombe dans l'eau, vous pouvez continuer votre exploitation et donc ne pas mettre la clé sous la porte. Donc effectivement, la question est assez complète. J'espère y avoir répondu de ma fenêtre. Bonjour, Cédric Bourgoin, Société Milan Copter, je suis assembleur de mini-drones. Donc je voulais intervenir à propos des marchés. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le marché du drone civil aujourd'hui, ça fait à peu près 3 ans qu'on commence à s'y intéresser. Les grands groupes industriels de la défense ont des expériences de plusieurs dizaines d'années, mais il faut bien comprendre qu'au niveau du marché civil, on débute complètement. On est réellement en train de défricher tout un terrain. Et effectivement, le premier groupe qui s'est intéressé à ces mini-drones, c'est le marché du divertissement. On n'a qu'une vingtaine de % d'applications industrielles, mais parce que c'est un marché qu'il faut développer. Aujourd'hui, avec ces petites machines qui font 2 kilos, on a tout un marché qui est ouvert au niveau des industriels pour de l'observation. Les entreprises, par exemple, je vais prendre un truc extrêmement basique, un artisan, vous prenez un couvreur. Un couvreur aujourd'hui qui doit faire un diagnostic sur une maison, il faut qu'il prenne une échelle, il faut qu'il envoie un gars sur le toit, il faut qu'il prenne des photos, il faut qu'il redescende, il faut qu'il fasse son diagnostic. Vous prenez une mini-machine qui fait moins de 2 kilos, équipée avec une caméra de 350 € haute définition, en l'espace de 2 minutes, sa machine elle est sur le toit, il fait son diagnostic et en plus de ça, il peut montrer à son client l'état de son toit. Alors, c'est bête, c'est stupide, c'est juste une toute petite machine qui fait 2 kilos, on est sur des prix qui sont inférieurs à 10 000 €, et donc les grands groupes de la défense ne sont pas intéressés par ces marchés, parce que le potentiel de chiffre d'affaires est beaucoup trop faible pour eux. Et là, je voudrais répondre justement à la question que les étudiants se posaient, quel avenir pour les drones ? L'avenir, en fait, c'est à vous de le développer. C'est vraiment à vous de trouver les marchés et de trouver les applications pour vos machines. Maintenant, on est aujourd'hui bloqué par la législation. Parce que la législation a imposé des contraintes qui sont à mon sens drastiques, notamment sur le poids des machines. Une machine de moins de 2 kg, pour un bon nombre d'intervenants du secteur, c'est aller contre la sécurité, parce qu'on est sur des machines en fait qui vont présenter des défauts, notamment au niveau du nombre d'hélices, puisque sur le marché civil, c'est essentiellement des multirotors, c'est-à-dire des machines équipées avec plusieurs hélices. Une machine de moins de 2 kg, forcément, elle n'a que 4 hélices. Une hélice ou un moteur qui tombe en panne et la machine tombe par terre. On ne peut pas faire une machine de moins de 2 kg avec plus de 4 hélices. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, effectivement, on attend un retour de la DGAC pour faire évoluer cette législation. Et là, c'est là où en fait j'ai une question. Comment dire ? La fédération professionnelle du drone civil, oui, je suis désolé, oui, il va falloir récupérer le micro. Donc la fédération du drone civil, quelle action avez-vous auprès de la DGAC pour faire évoluer cette législation ? Est-ce que vous collectez des informations sur les accidents, etc. Je voulais répondre sur le premier point qui n'était pas une question mais qui apporte un éclairage intéressant. Marché. Je pense que ce qu'il faut dire en une phrase, c'est que malgré tout,
l'usage ne fait pas le marché. Donc, il faut attirer l'attention des étudiants. Aujourd'hui, est-ce que le plombier, il est prêt à payer combien? Et c'est à vous de l'inventer. Donc derrière la techno se cache l'usage que vous avez mentionné, et derrière l'usage se cache le business model, c'est-à-dire comment vous faites rentrer le cash dans la boutique, parce que, je veux dire, faut pas se faire d'illusions, à la fin, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc voilà, juste pour dire le développement des marchés, c'est des solutions techniques, des clients, enfin des usages à définir, avec des clients, effectivement, et un business model. C'est qui paye quoi à qui. Donc je pense que dans la filière entrepreneur, vous l'avez pigé, mais rebossez bien les cours avant de vous jeter à l'eau. Bon, après, je laisse la parole à Stéphane Morel. La question, c'est qu'est-ce que vous faites finalement au niveau de la fédération professionnelle pour faire évoluer la réglementation avec la DGAC? Bon, alors, j'avais cru comprendre avoir fait une présentation un peu longue en début d'intervention, mais donc j'en remets une couche. J'avais précisé que la Direction Générale de l'Aviation Civile était quand même très contente d'avoir vu cet intervenant ex nihilo là, débarquer, essayer d'ordonner un peu la profession par rapport à des attentes tout à fait légitimes, hein, qui sont celles de sociétés pour lesquelles la réglementation est cruciale. Bon, donc vous faites bien le remarquer que vous êtes dans ce cas-là et vous n'êtes pas le seul. Donc nous, on a discuté, on est allé se présenter à la DGAC début octobre et on a participé à la première ou la deuxième réunion du genre qui est celle du retour d'expérience de la pratique de la réglementation. Et ce qu'on peut vous dire à ce jour, c'est qu'à l'été 2014, il va y avoir une évolution de cette réglementation, c'est-à-dire à peu près après 2 ans de pratique, hein, ça faisait partie de mes slides, pour prendre en compte alors, à la fois, mettez-vous à la place du législateur, hein, la sécurité des biens et des personnes, sur lesquels il n'y aura pas de transaction, mais en même temps, un retour d'expérience qui, pour peu qu'il soit réellement obtenu de la part de la DGAC, aujourd'hui, il n'y a pas un opérateur qui rend compte de ses difficultés ou de ses crashs, alors qu'il y en a tous les jours, au moins toutes les semaines. Pour peu que le régulateur ait des informations nécessaires dont il a besoin pour obtenir, je dirais, sa courbe d'apprentissage et maîtriser un peu le phénomène d'expansion qu'on connaît, pour peu qu'il y ait tout ça, on verra un certain nombre d'évolutions, d'assouplissements sur le poids des machines, sur l'augmentation des distances et sur le fait que la confiance, le principe étant que la confiance étant acquise, les taux va se desserrer. Mon problème numéro 1 n'est pas là, hein, monsieur. Mon problème numéro 1, c'est qu'il y a à peu près 350 opérateurs qui sont référencés par la DGAC, donc cela très bien. Il y en a à peu près, je ne dis pas autant, mais entre 100 et 200 qui exercent une activité qui est dans des conditions tout à fait illégales, qui cassent les prix et qui en plus prennent des risques inconsidérés. Et je peux vous dire qu'au niveau de la fédération, la première des actions qu'on a, c'est certes de discuter avec la DGAC sur ces évolutions, mais aussi de faire un peu régner l'ordre et la loi, entre guillemets, même si nous ne sommes pas des gendarmes, parmi nos membres, dont certains se revendiquent allègrement de la FPDC, mais qui, par exemple, arrivent à cracher un drone fantôme, hein, donc en vente sur tous les marchés à 700 €, à peu près 400 mètres des locaux de la DGAC. Donc c'est assez peu sérieux ce qu'on peut trouver dans ce métier. Et notre difficulté, c'est le grand écart entre des gens qui sont motivés et compétents et sérieux, et puis les autres. Je voulais proposer un complément de réponse sur l'aspect 2 kg. D'où vient cette contrainte? La contrainte, ça vient du législateur qui essaye à tout prix d'éviter les risques de collision inconsidérés en vol. Aujourd'hui, le problème des drones, c'est de pouvoir cohabiter d'une façon harmonieuse avec les autres utilisateurs de l'espace aérien. C'est une problématique très complexe que je ne veux pas aborder aujourd'hui puisque c'est un thème à part entière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a
un champ de recherche extrêmement important en ce moment pour essayer de dégager des solutions techniques pour permettre aux drones demain de pouvoir s'insérer dans la navigation aérienne comme un aéronef standard et sur des techniques de détection automatique de cibles, enfin d'intrus dans l'espace aérien. Bon, SAGEM travaille sur le sujet, je pourrais vous en reparler peut-être en d'autres occasions, mais par exemple l'idée c'est de trouver une capacité automatique pour des drones de détecter qu'il y a un intrus devant soi et comme un pilote le fait naturellement, d'éviter, alors d'appréhender le risque de collision et ensuite de pouvoir initier de son propre fait, l'autonomie des drones, on y est, une manœuvre d'évitement. Ces travaux sont extrêmement complexes puisqu'ils sont à la fois technologiques. Est-ce qu'on est capable de le faire avec suffisamment d'avance pour éviter la collision, avec suffisamment de fiabilité pour ne pas faire des fausses alertes en permanence. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on saura faire ça au niveau des drones, il faut l'intégrer dans l'espace de la communauté des utilisateurs des autres aéronefs. Et il y a toute une réflexion de maturation des réglementations à venir qui est en cours, qui prend du temps, qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Ma société travaille sur le sujet depuis plus de 5-6 ans sur ce sujet-là. Il y a des expérimentations qui sont en cours de préparation. Et on espère que d'ici, on va dire, 4-5 ans, la réglementation aura suffisamment mûri en regard de solutions technologiques qui auront été évaluées pour avoir un cadre plus souple et qui permettront la cohabitation des drones avec les autres aéronefs. Et là, on peut espérer que la limitation en masse puisse être desserrée puisqu'on saura garantir que les aéronefs drones pourront se comporter de façon harmonieuse. Non, monsieur, il nous reste malheureusement relativement peu de temps, donc j'aimerais une question quand même pour monsieur Mathieu que je n'ai pas encore pu voir répondre à une question malheureusement. Juste donc, pour compléter ce que vous disiez, l'aspect safety est fondamental. Hein. Il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Hein. Nous, on développe des commandes de vol critiques en DALA pour ceux qui connaissent les processus de développement. Et donc, c'est comment garantir qu'un algorithme anti-collision lui-même ne va pas défaillir. C'est une problématique intéressante. Il nous reste donc vraiment plus que 5 toutes petites minutes. Si vous avez encore une question pour... Philippe Beau, c'est une question qui revient de mon expérience passée dans une entreprise dont on a vu la photo sur le bateau quand on a un super zoom. C'est sur... je travaille dans les infrastructures, sur le marché de surveillance des infrastructures d'énergie ou de transport. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent, des systèmes SCADA, des systèmes de surveillance. Est-ce qu'il y a un marché pour les drones qui pourrait compléter la surveillance de plateformes, de gazoducs, etc. Et quels sont les défis technologiques d'intégration ou de relation avec les systèmes de contrôle existants? Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. L'idée, c'est de savoir comment un drone va améliorer la surveillance. Vous l'aurez compris, enfin, chez Dassault, on fait des avions de combat, donc... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le marché, il y a une demande du marché. La question, c'est est-ce qu'on est capable de produire aujourd'hui un aéronef ou un système, parce qu'on n'a pas suffisamment insisté sur la dimension système, on y reviendra peut-être, mais est-ce qu'on est capable d'offrir une capacité de surveillance et d'analyse et de couverture des objectifs à surveiller? Par exemple, des gens qui font des pipelines, enfin qui entretiennent des pipelines et qui veulent surveiller de façon active les éventuels incidents de sécurité ou techniques. Il y a une demande. On a rencontré plusieurs clients qui nous disent « moi j'ai un besoin ». La question c'est est-ce que la réglementation permet d'aligner les systèmes derrière en l'état? Alors moi je parle avec la casquette drone plutôt de longue endurance telle que je vous l'ai présentée aujourd'hui. Aujourd'hui la réglementation laisse plutôt passer la priorité sur des petits drones mais qui seront par nature plus limités en endurance. Donc ce sera plus des interventions ponctuelles. Mais moi je peux vous garantir qu'il y a des tas de sociétés qui ont des demandes de surveillance récurrente sur des installations ferrées ou par exemple... et là il y a un vrai marché, il y a une vraie demande. Mais peut-être que le marché n'est pas suffisamment mature en termes réglementaires. Bon, Baptiste,